Bonjour et bienvenue. Je suis Alban Mas, coach carrière, et mon objectif, c'est d'aider 100 000 personnes à trouver leur voie. Pour remplir cette mission, j'ai cofondé la Carte des Talents. Nous proposons des accompagnements en recherche d'emploi, en bilan de compétences. Nous créons des outils comme le test Carte des Talents et nous animons tous les 15 jours une libre antenne dont voici la rediffusion. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mélodie, je vais te proposer de faire un ping-pong en allant chercher une question dans celle que nous avons reçue en amont, puis une qui est dans le fil, puis une dans ce qu'on a reçu en amont, puis une qui est dans le fil. Si c'est OK pour toi, pour éviter trop d'interférences. Alors, Je crois que la question la plus importante qu'on ait reçue, en tout cas, celle qui revenait le plus, c'était: est-ce que je dois en parler ou est-ce que je dois le cacher? Et si oui, comment j'en parle? alors ça, c'est une super question. Heu, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'obligations légales, vous n'en avez pas. Il n'y a aucune obligation que vous signaliez, un handicap, parce que là, on va nommer les choses clairement. Le TDAH, c'est un handicap invisible. Heu, Déjà, il n'y a aucune obligation que vous le signaliez, que ce soit à l'entretien, dans la lettre de motivation, au moment de l'embauche. Il n'y a aucune obligation légale. Après, vous avez le droit de demander une RQTH, donc une reconnaissance de travailleur handicapé. Et là encore, même si vous avez cette RQTH, elle est personnelle. Il n'y a aucune obligation que vous ayez besoin de le signaler à votre employeur. Ça, c'est les règles. Ensuite, si vous souhaitez, malgré tout aborder la question, que vous avez une RQTH, heu, vous n'avez pas l'obligation de dire pourquoi vous avez une RQTH. Vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé, mais peu importe, que ce soit pour un TDAH, pour un TSA, pour une dyslexie, pour n'importe quel handicap invisible, vous n'avez pas besoin de le dire. Parce qu'en fait, la RQTH, elle va juste signifier que vous avez des besoins particuliers, des besoins en aménagement et que vous êtes reconnu comme un travailleur avec ces besoins-là. Les besoins qui vont être évoqués, ce sera les besoins que vous aurez choisis et sélectionnés avec le médecin du travail. Et à ce moment-là, si vous souhaitez l'annoncer, vous l'annoncez juste au service RH. Parce que d'un point de vue administratif, lorsque vous avez un salarié qui a une RQTH, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur, il a des quotas je crois que c'est 6% de ses employés qui doivent avoir normalement une RQTH. Sinon, votre employeur, il paye une taxe. Déjà, lui, ça lui rend service, entre guillemets, s'il a des salariés avec une RQTH. Mais en plus, vous, en tant que salarié, vous avez des avantages parce que vous allez cotiser au CPF plus qu'un salarié classique. Je crois que vous avez 200 ou 300 € de plus par année. Et votre employeur va cotiser sur le fonds de formation plus parce que vous avez une RQTH. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de dire: j'ai un TDAH, j'ai un TSA, j'ai une dyslexie, j'ai quoi que ce soit. Donc, faut-il le dire ou pas? Je ne poserai pas la question de cette façon. Je dirais: est-ce que tu as un avantage à l'exprimer ou pas? Que tu sois salarié ou employeur, voilà. Là, j'ai donné les plus, les moins. Est-ce que tu te sens en confiance pour le faire? Je sais que l'inclusion dans le monde du travail, c'est quand même un sujet compliqué. Donc, parfois, il y a des entreprises dans lesquelles ça se passe pas forcément bien. Mais en tout cas, vous pouvez l'annoncer administrativement parlant au RH pour un dossier administratif. Et après, en termes de proximité, donc les managers, les collègues, vous avez aucune obligation de leur dire. Après, si vous vous entendez bien, je sais que les collègues, les managers de proximité, vous devez quand même peut-être travailler avec eux tous les jours. Donc, je pense qu'après, à vous de décider dans votre secteur, dans votre situation personnelle, si ça a un avantage pour vous. Voilà. Question suivante. Comment on fait quand on n'est pas spécialisé, vu qu'on a un CV qui n'a pas forcément un fil rouge hyper cohérent? Comment on fait pour convaincre un recruteur qu'on nous laisse une chance d'intégrer un poste sur lequel on manque d'expérience? Ici, il se trouve que, je viens justement d'enregistrer cette semaine un épisode là-dessus, sur comment est-ce qu'on vient gagner, grosso modo, l'équivalent d'1 an ou 2 ans d'expérience aux yeux d'un recruteur en seulement 2 ou 3 mois, avec des techniques assez précises. Donc, sur cette question-là, moi je vous invite à aller sur, le podcast ou directement sur, plateforme.lacartedestalents.com et il y a un article là-dessus avec 10 techniques précises, concrètes, pour gagner rapidement de l'expérience et en plus ça marche bien, je pense, pour des profils TDAH parce que ce sont des one shot, ce sont des sprints
qui peuvent se faire quand on a de l'énergie sur quelques semaines, avant que ça retombe ou quelques mois. Voilà. Donc je je vous propose d'aller faire un tour là-dessus et Mélodie, je te repasse le micro pour la question que tu souhaiteras, à laquelle tu souhaiteras répondre. Alors, question suivante. Je veux bien que tu me dises laquelle c'est, parce que j'ai pas toutes les Hem, infos. Allez. eh bien, peut-être quelles précautions prendre quand, on accompagne, un profil TDAH? Alors, effectivement, donc là, si on accompagne, je sous-entends que vous êtes un manager d'équipe, que vous avez dans votre équipe, une personne qui a un TDAH ou une RQTH. Le premier conseil que je donne, c'est vous-même, même si votre employeur l'a pas fait, de vous former personnellement au TDAH parce que y a c'est vraiment des sujets qui sont passionnants. Il y a vraiment des choses qui sont très concrètes, quand on prend en charge des personnes comme ça. Il faut, comprendre, heu, je sais pas comment l'expliquer, mais, parce il faut communiquer avec ces gens de manière positive, il faut être patient, il faut comprendre que s'ils font pas ce que vous leur demandez, c'est pas de la mauvaise volonté. Il faut, apprendre à donner des traces écrites aussi à ces personnes-là. Je sais qu'on fait beaucoup de réunions dans les bureaux, dans les entreprises et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est oral, heu, il faut que ça soit à un moment donné repassé à l'écrit, structuré et qu'on ait la priorisation des choses. Donc je dirais que pour manager quelqu'un qui a un TDAH, déjà, il faut apprendre à connaître la personne parce qu'encore une fois, chacun est différent. Mais il faut prendre le temps de faire des feedbacks réguliers, même positifs, même plus forcément positifs que négatifs, parce qu'une personne qui a un TDAH, elle va avoir tendance à s'angoisser vite et à se dire: «Mon Dieu, est-ce que je fais bien?» Donc pas hésiter à lui rabâcher: «C'est très bien, c'est ce que tu dois faire, continue comme ça, demain il faut faire ça» et cetera. Faut pas avoir peur de materner un peu trop, mais en même temps, il faut quand même communiquer avec votre personne. Moi, j'ai un exemple précis qui me concerne moi. Mon manager, on a fait le bilan annuel ensemble et moi, je lui ai clairement demandé exprimé mon besoin, en fait, en lui disant: «Bah, moi, j'aimerais bien qu'une fois toutes les 2 semaines, on se fasse un petit point et que moi, je puisse te poser toutes les questions que j'ai à te poser parce que moi, j'ose pas venir te voir, parce que j'ose pas te déranger, parce que j'ose pas» et lui, vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est là qu'on voit le manque de compréhension. Il m'a dit: «Bah, moi, j'aurais l'impression d'être sur ton dos». Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que pour un salarié neurotypique, un manager qui vient te voir toutes les semaines et qui fait le point avec toi, tu vas te dire: «Oh là, il me saoule, lui, c'est bon, je sais faire mon boulot». Mais pour un profil comme les nôtres, en tout cas le mien, bah, moi, j'aurais besoin de ça et lui, il le voyait pas de cette manière-là. Donc vous voyez, la nuance, elle est là, en fait. En tant que manager, il faut, comprendre comment fonctionne votre salarié et ce dont il a besoin. Donc ça, c'est un exemple. Beaucoup de feedback, des priorisations, une compréhension et de la communication et un dernier truc, si je pourrais, répondre et donner un exemple d'une personne que j'ai interviewée pour que vous compreniez qu'une personne avec un TDAH, faut pas en avoir peur dans une équipe. Heu, la personne que j'ai interviewée, elle m'a dit: «Mais mon manager, il est avec moi, il est tellement enfin, je peux tellement avoir confiance en lui qu'il tient son rôle correctement que moi, je pourrais aller à la guerre pour lui». Franchement, c'est des mots qui sont forts, mais un salarié, TDAH qui est accompagné, qui est encouragé, qui est motivé et dont il sait que son manager a confiance en lui, mais vous avez des perles dans vos équipes. Vraiment, on est capable de soulever des montagnes et on a une loyauté et une conscience professionnelle, mais sans limite. Par contre, à la moindre petite friction, à la moindre incohérence, il y a des questions là-dessus d'ailleurs tout à l'heure, la frustration ou ouais ou j'ai pas le terme exact, mais au moindre problème où on sent que la personne en face, elle est pas honnête, elle est pas sincère, c'est fichu. Si vous cassez ce petit lien, par contre, après, c'est difficile de le récupérer. Voilà, je dire comme ça. Autre question Mélodie, que j'affiche à l'écran. Mmh. C'est ça, les TTC peuvent-ils aider? Alors, j'ai pas d'expérience là-dessus parce que moi, j'en ai pas suivi du tout, mais je sais qu'il y a de très, très bons retours là-dessus. Heu, après, il faut savoir que pour qu'une thérapie donc cognitivo-comportementale fonctionne, il faut que votre profil soit stabilisé. C'est-à-dire que vous soyez pas encore dans le mode, je me comprends pas, je j'arrive pas à me gérer émotionnellement. Pour que la TCC, elle fonctionne, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut être
stabilisé, donc soit au niveau des dépressions, des problèmes de santé, de sommeil et peut-être même d'être médicalisé pour le TDAH pour être vraiment mieux dans sa tête, dans sa vie, pour que la TCC fonctionne correctement. Mais après, je sais que ça fonctionne très, très bien. Il faut juste trouver les bons professionnels. Voilà. Et je sais qu'il y a aussi le MDR qui marche très, très bien. Ça aussi. Alors, on a une autre question qui Alors dit, je RQTH, te laisse lire la question si tu veux bien. ouais. Alors, tu veux que je la lise? Ouais. Alors RQTH, avantages et inconvénients dans la vie pro et dans la vie privée, notamment par rapport aux emprunts bancaires et aux prises en charge médicales. Alors ça a souvent été évoqué. Alors moi, il me semble pas que juridiquement, vous soyez impacté pour vos emprunts bancaires. Personnellement, heu, moi, j'ai fait des emprunts, on m'a jamais posé la question, d'une quelconque RQTH. Je ne crois pas que ça rentre en compte dans un dossier bancaire. Je pense que c'est un abus, on va dire, de la part des banques, enfin, selon moi, hein, à confirmer quand même. Je veux pas m'avancer à 100 là-dessus, mais je pense que c'est une fausse croyance. Heu, oui, on nous demande des questionnaires médicaux, mais quand vous allez aller emprunter à 50, 60 ans, ce qui me paraît un peu logique par rapport aux assurances, mais je ne comprends pas qu'une RQTH vous soit demandée et je pense pas que vous ayez l'obligation de le signaler. Je ne pense pas. À confirmer peut-être par un service juridique ou une assistante sociale qui soit formée là-dessus, mais pour moi, il y a pas de conséquences. Donc il y a que des avantages pour moi pour la RQTH parce qu'encore une fois, vous êtes pas obligé de l'annoncer tout de suite. C'est quelque chose qui est très personnel. Comme dans un nouvel emploi, vous le dites pas, c'est quelque chose en fait, c'est un peu comme une carte joker, j'ai envie de dire. Vous faites votre dossier, vous faites votre demande et le jour où vous êtes dans un emploi où ça coince, où il y a des frictions, bah, vous vous dites vous la sortez. Écoutez, là, j'ai besoin de télétravail, j'ai besoin d'un carte anti-bruit, j'ai besoin d'aménagement, j'ai des droits et bah, je vous sors la carte, en fait. Donc voilà, c'est plus un joker. Mais pour moi, non. Voilà. On a une question, merci Mélodie. On a une question et je vais prendre le relais là-dessus. C'est, par rapport à ce que tu disais sur le fait de manager nos managers, de leur faire comprendre, de quoi on a besoin, qui on est et cetera et il y a une personne, Marine, qui nous dit: «Oui, mais encore faut-il que les managers, aient le temps et l'envie de nous écouter et donc comment faire?» Parce que dans la vraie vie, les managers, n'ont ni le temps ni le souhait d'écouter, au fond, les besoins, de chacun. Moi, là-dessus, j'ai un avis, c'est que si tu amènes au manager des solutions plus que des problèmes, tu auras son oreille. Et si aussi, tu amènes des solutions, mais si tu amènes au fond assez peu d'input, parce que souvent quand on veut que les autres comprennent qui on est, que ce soit dans un échange, que ce soit dans un CV ou que ce soit dans une discussion, on en dit souvent trop et on dit tout parce qu'on veut être sûr que l'autre il comprenne bien tout. Alors qu'en fait, si tu radicalises un petit peu les choses et tu dis à ton manager: «J'ai un TDAH, j'ai été diagnostiqué. Ce que ça change très concrètement, c'est A, B et C. Du coup, pour que ça fonctionne bien ensemble, ce qui serait super, ce serait que on développe A, B et C, et les solutions que j'ai entrevues, c'est ça». Eh bien, déjà, c'est plus facile à digérer et c'est plus facile à dire. Ça peut se dire plus facilement et il peut y avoir des conséquences un peu plus rapides, derrière et il y a des choses plus actionnables pour le manager et nous, c'est pour ça qu'on avait développé l'outil là, le test, carte des talents. C'est parce que c'est difficile de parler de soi de façon chirurgicale. Si je te dis: «Qui es-tu dans la vie? De quoi as-tu besoin pour être heureuse dans ta carrière?» Ben, on ouvre un peu une boîte de Pandore et comment répondre à cette question en 2 phrases? Or, il est possible d'y répondre en 2 phrases, mais encore faut-il avoir les bons insights, les bons éléments et donc pour aller un peu plus dans le détail encore, selon nous, selon Jean-Antoine et moi, et c'est ce qu'on a mis dans la carte des talents, il y a, on va dire 4 paramètres essentiels à connaître pour être un peu radical et pour parler de soi. Il y a les besoins et c'est le plus important. Les besoins, c'est: «J'ai vraiment besoin de ça pour trouver du sens ou pour performer» et cetera. Il y a les environnements dont Mélodie a parlé. L'environnement qui me permet d'être moi-même et de performer, il est comme ci, comme ça. Il y a les compétences, c'est-à-dire qu'entre 2, personnes qui occupent le même poste, même entre 2 personnes diagnostiquées TDAH, ils ont pas les mêmes compétences, des compétences innées et puis il y a les compétences énergivores, ce qui t'emmène au burn-out. Et si tu es capable d'amener un ou 2 items sur chacun de ces 4 paramètres et de les exprimer clairement, bah, c'est beaucoup plus chirurgical, c'est beaucoup plus facile à expliquer et beaucoup plus facile de travailler dessus. Donc souvent, le problème vient pas d'un manque de temps du manager, il vient d'une difficulté à conscientiser l'essentiel, du coup à l'exprimer et à construire sur cette base-là. Et ça, on peut le faire avec un papier et un crayon, on peut le faire avec des outils, des tests et autres, carte des talents entre autres.
mais ça peut se faire comme ça. Je suis assez convaincu que si on travaille bien l'input, eh bien, le manager est en mesure d'entendre ça et ça peut même se dire en 2 phrases, quoi. Voilà, je pose ça. Hem, je j'amène une autre question. C'est pour moi celle-là. Si malgré une RQTH, l'employeur est surtout l'organisation du travail, gain de performance à tous les niveaux, ce qui est le cas partout aujourd'hui, le poste devient incompatible avec les aménagements demandés et qu'on te fait comprendre que c'est à prendre ou à laisser, en gros, personne n'est irremplaçable que le fait. Alors effectivement, la limite de la loi en termes d'aménagement, c'est que ça doit être des aménagements raisonnables pour l'employeur. Donc à lui après d'amener la preuve qu'il ne peut pas, mettre en place ces aménagements et après à toi de décider si tu as envie d'aller à la confrontation et ou pas et est-ce que tu as envie de faut choisir ses combats finalement. Est-ce que tu te dis que finalement tu as déjà fait tout ce que tu étais en capacité de faire avec ta RQTH, tes demandes? Mais si effectivement l'employeur et l'environnement ne peuvent pas répondre à tes besoins, peut-être de se poser la question: «Est-ce que je devrais pas changer d'entreprise?» Ou de demander peut-être un reclassement ou une inaptitude, mais après c'est risqué en termes de carrière, demander une aptitude sur un poste. Après c'est chacun voit midi à sa porte comme on dit, mais moi je dirais choisis tes combats et vois si ça le jeu en vaut la chandelle, quoi. On on a un autre groupe de questions, Mélodie, qu'on a reçues en amont. Je vais les grouper parce qu'elles disent un peu la même chose. C'est comment gérer mes frustrations ou ma colère? Comment gérer mes émotions au fond, au travail? Comment, gérer les injustices, les incohérences que je vois? Comment être stratégique quand on est impulsif? C'est un peu la même typologie de questions, donc je les ai regroupées. Est-ce que tu as une réponse à ça? Alors effectivement, la gestion des émotions, c'est vraiment le le point le plus compliqué, quand on a un TDAH. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, hem, ce qui est le plus difficile, en fait, pour un TDAH, c'est qu'on est hyper sensible, à tout ce qui est, injustice, incohérence et on est très sensible, à ce qui est non verbal. Donc on va sentir, en fait, les gens et parfois s'ils ont malheureusement besoin de dire l'inverse, c'est très compliqué pour nous de le gérer. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, parce que vous savez que vous êtes comme ça, il faut que vous arriviez à ne pas répondre à chaud. Ma mère me disait toujours: «Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler». Jusqu'à maintenant, j'avais pas trop compris, mais là, j'ai compris. En fait, au niveau de la dopamine, donc le cerveau du TDAH a du mal à réguler l'émotion, donc on va répondre tout de suite, du tac au tac. On est sans filtre, on est impulsif, et ça nous porte préjudice. Mais vous avez la force, c'est que vous le savez et vous devez travailler là-dessus. Heu, Ce que je vous conseille, j'ai une petite technique, moi, c'est la technique de l'élastique. Il faut que vous preniez un élastique qui serre un petit peu, pas trop, et quand vous sentez tout d'un coup, vous savez cette sensation physique que c'est en train de monter, vous prenez l'élastique et vous tu sais, vous claquez un coup l'élastique et c'est cette nuit là, mais c'est un retour au corps, au ici, maintenant. Vous sortez de votre tête et vous dites: «Ouais, OK, je laisse passer le la vague là et je reviens dessus après». Et moi, ce que je conseille toujours, c'est la règle des 24 heures, en fait. C'est: «OK, il y a un truc qui m'a gonflé. Ah, c'est pas possible, c'est injuste ou c'est pas cohérent ou je comprends pas. Heu, OK, un petit coup d'élastique, je gère l'émotion et je marque tout sur un papier. Je déblatère tout ce que j'ai ressenti, le pourquoi, le comment, pourquoi je suis fâchée, mais j'attends 24 heures avant de réagir et de m'en servir pour communiquer là-dessus. Du coup, c'est très utile pour nous parce que c'est ce qui nous manque, c'est le filtre. Ça pose problème dans le milieu professionnel. Après, si vous avez la possibilité aussi, c'est, heu, de de faire stop, quoi. Je sors par exemple 5 minutes, quoi. Même vous sortez une excuse bidon, vous dites: «Bon, je reviens, je sais pas, je vais à la photocopieuse, je vais aux toilettes, je sors». Histoire de faire redescendre la pression. Ça, c'est pas toujours évident, par rapport au milieu dans lequel on travaille, mais et puis la technique du brouillon aussi, ça je l'avais eu fait, mais pas dans le cadre de la profession, mais dans le cadre d'un conflit avec quelqu'un. J'avais tout écrit sur un papier de tout ce qui m'énervait, tout ce qui n'était pas juste, ce qui n'était pas cohérent, ce qu'il faudrait faire et en fait, vous déchargez tout et après vous revenez dessus après coup. Ça marche très, très bien. Puis après, ben, d'un point de vue concret, on va dire, au travail, il y a des petites astuces que vous pouvez faire. J'ai découvert il y a pas longtemps, c'est sur les mails, vous pouvez,
paramétrer vos boîtes mail pour que le mail ne parte pas tout de suite. Ou que vous puissiez, le faire revenir ou annuler l'envoi pendant 1 minute. Ça m'a sauvé plein de fois, hein, surtout quand, j'ai eu des postes à responsabilité. En tant que manager, parfois aussi avec un TDAH, c'est compliqué à gérer. Il y a le +1 ou la direction ou le milieu. Ça, ça permet d'éviter des gros conflits, pas envoyer le mail tout de suite, ça aide. Et après, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est faut choisir ses combats. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, pardon. Faut accepter aussi, que dans certains secteurs, on puisse pas forcément évoluer avec un TDAH. Moi, j'ai passé 9 ans, dans la fonction publique, et malheureusement, il y a le politique qui rentre en jeu et parfois, il y a des décisions qui sont prises, qui sont pas cohérentes, mais qui sont politiquement correctes. Avec un TDAH, il y a des secteurs où on peut pas trop aller travailler parce que c'est pas possible pour nous, pour notre fonctionnement. Donc tout ce qui est communal, Comcom, public, moi j'éviterais. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Et puis, ben, moi je pense qu'il faut accepter, voilà, que certaines, organisations sont pas cohérentes et que c'est pas forcément un environnement qui est pour vous. Voilà. Et malheureusement, vous pouvez aussi un dernier conseil qui est pas mal aussi, c'est d'arriver à trouver quelqu'un au sein de la structure, un collègue qui soit un petit peu votre, pas comment appeler ça, mais votre «protecteur» entre guillemets ou votre «conducteur», on va dire, qui vous temporise, qui vous connaît, qui sait comment vous fonctionnez et qui va vous dire: «Ouh là, non, attends, OK, oui, je vois bien que ça te chauffe là, mais je vais aller expliquer moi, plus diplomatiquement, ce qui ne va pas» et cetera. Donc ça aussi, ça peut aider d'avoir un collègue, qui vous aide, à réguler. Voilà, un binôme. Mmh, Alors, voilà. merci Mélodie. Il y a une question à laquelle je vais répondre et ça te laisse le temps de voir si toi, il reste une question qu'on n'a pas traitée et ce que tu voudras prendre après. La question, qui me concernait un petit peu plus, c'était: est-ce qu'il existe des bilans de compétences pour des profils avec un TND? J'ai mené mes petites recherches. Il y a un peu de marketing là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des bilans de compétences spécialisés, mais il y a des coachs qui se revendiquent un petit peu plus, avec une sensibilité là-dessus ou autre. Moi, ce que je peux, heu, partager comme retour d'expérience, c'est quand j'accompagne des clients qui ont un TDAH ou qui ont un TND, mais on va parler plutôt du TDAH ici. Eh bien, au fond, c'est pas identitaire cette histoire-là. C'est un peu comme l'hypersensibilité ou la HPI. On peut en faire quelque chose d'un peu identitaire en pensant qu'il y a des ajustements à faire, parce que c'est l'étiquette qu'on a là et que du coup, il y a un parcours pour les gens qui ont cette étiquette-là. Mais en fait, non, la démarche reste quand même assez similaire, d'identifier l'unicité de chacun en intégrant cette différence-là, mais qui est vécue différemment par chacun. Donc c'est d'aller de la même façon méthodologique, révéler l'unicité de cette personne et capitaliser dessus. Mais au final, 2 personnes qui ont un TDAH ont donc des compétences, des zones de frottement différentes, même s'il y a quelques problématiques qui sont récurrentes. Et ce que j'observe, mon retour d'expérience surtout, c'est que une bonne approche pour des clients qui avaient ce genre de profil, c'était qu'ils puissent se rassurer avec ce que j'appelle un vaisseau amiral, hem et un job qui permette de donner un certain cadre et une certaine sécurité pour que l'éparpillement, on va dire, le côté un peu passionnel des choses, j'ai pas forcément les bons mots, mais le côté, d'exploration, avec des hauts et des bas, et cetera, puisse se faire en plus et en dehors de ce cercle-là, de ce job qui est, sécurisé, qui est cadré, et cetera. On voilà, on on peut très bien avoir un job A et en parallèle de ce job, aller mener des projets parallèles parce qu'on a besoin de cette stimulation, et cetera. Mais le risque, je crois, c'est de faire des sauts de puce et de tout changer tout le temps et d'être un éternel débutant partout et c'est hyper fatigant et il y a un âge où ça devient même dangereux pour des raisons économiques, professionnelles et autres, de repartir à zéro tout le temps. Donc moi, c'est vraiment de capitaliser, enfin ce qui est assez opérant à mes yeux, c'est de capitaliser sur quelque chose qui nous plaît relativement et qui est suffisamment cadré pour que ça se soit fait et sur cette base-là, d'aller ensuite, heu donner libre cours à ses envies, à ses besoins, et à sa personnalité, en fait.
et ça peut faire des compléments de revenus en plus sur des projets. Voilà, c'est un petit peu très résumé, mais voilà ce que j'observe moi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Mélodie, auxquelles on n'a pas, Ouais, j'étais en train de relire, alors moi mon TDAH m'empêchait de t'écouter et de lire les questions en même temps. Désolée. On a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Hem, il y avait une question, alors c'est plus de mémoire là. Tout à l'heure, comment améliorer les choses en entreprise et comment faire en sorte que ça change en entreprise? Il y avait une question comme ça qui était intéressante. Hem, j'ai plusieurs approches différentes. J'ai eu l'idée aussi de faire ça en termes de side business et de me lancer là-dedans. Et en fait, l'autre jour au travail, une dame justement est venue d'un cabinet et est venue faire une présentation d'une heure de l'inclusion, du handicap, de FQTH et cetera, et c'était sur inscription. Donc autant vous dire que dans une entreprise, quand il y a quelque chose en inscription comme ça n'est pas obligatoire. Les gens qui sont venus, c'est des gens qui étaient déjà concernés, clairement, des salariés ou des gens du service RH. Donc pour moi, aucune plus-value de cette formation d'une heure qui est arrivée là, qui coûte très cher pour les entreprises en plus. Donc j'ai trouvé que ça avait aucun intérêt. Quand j'ai regardé la personne que je l'ai écoutée, j'ai dit: «Ouais, OK, c'est bien, elle sait ce qu'elle dit, elle aime ce qu'elle fait». Quel est le vrai impact concrètement sur le terrain? Je me suis dit: «Aucun». Parce qu'il y a personne ici qui ne connaissait pas le sujet. Au au mieux, on a appris quelques trucs, mais sinon ça s'arrêtait là. Donc j'ai réfléchi après coup, je me suis dit: «Mais comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement?» Donc moi, je le demande à tous mes interviewés sur le podcast à la fin: «Qu'est-ce qui selon vous devrait changer? Comment faire pour que ça s'améliore?» Mais en fait, ça passe par la formation, je pense, personnelle des managers. Ça devrait faire partie d'une formation, professionnelle avec les fonds de formation sur le comment manager des personnes avec un TDAH ou des TND. Mais je trouve qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Moi, je pense qu'il faut que ça soit du one to one et du concret sur des situations précises, voire même si on peut aller plus loin, avoir des référents dans chaque entreprise. Donc ça existe, hein, il y a les référents handicap, mais excusez-moi, mais c'est vraiment, j'ai suivi des MOOC de référents handicap, c'est vraiment le strict minimum, mais c'est pas assez concret pour moi. Il faudrait qu'il y ait des référents dans chaque entreprise qui connaissent vraiment très, très bien, voire même qui soient concernés eux-mêmes et qui accompagnent en fait dans l'intégration, dans le cycle d'intégration des nouveaux salariés, avec un audit du poste de travail en lien avec les managers. Moi, je suis persuadée qu'il faut aller sur le terrain, vraiment, il faut se bouger, il faut y aller et en one to one. Par exemple, j'accompagne, Alban qui arrive dans une entreprise, il a un TDAH. Je fais le tour de son poste, enfin, je le connais puisque je fais partie de la boîte, je connais tous les postes. Je J'échange avec lui, je vois son profil parce qu'encore une fois, chacun est différent. Je vois comment il va s'intégrer dans l'équipe. Je suis censée connaître le fonctionnement de son manager et moi, je fais le lien entre les 2, entre le salarié, l'emploi et tout ça. Moi, je pense que c'est là la clé, mais ça va demander des moyens, des compétences, du personnel. Mais je pense que c'est le meilleur moyen selon moi. Parce que les blablas d'une heure, ça ne servira à rien. Ça part d'une bonne intention, mais si c'est pas obligatoire, les gens viennent pas et si c'est obligatoire, ils vont pas écouter. Aucun intérêt. Donc je pense qu'il faut trouver d'autres choses. merci Mélodie. Et comme tu dis, Séverine, la plupart des entreprises, enfin voilà, il y a carrément maintenant des listes où les entreprises qui sont inclusives s'inscrivent. Donc clairement, si la DRH, veut communiquer là-dessus, elle le peut. Après, si elle parlait d'étapes vraiment de sélection de CV avant les entretiens, là honnêtement, c'est pas possible de le déceler parce que vous avez encore une fois plusieurs profils. Vous avez les profils qui vont demander, et qui vont tomber dans des entreprises où ils vont s'éclater pendant 5 ans, donc ils auront un CV classique. Et il y a d'autres personnes qui auront ces fameux CV découpés par, je ne sais combien d'expériences professionnelles, mais ça ne voudra pas forcément dire qu'ils sont TDAH. Soit ils le sont et ça sera plutôt une force, soit ils le sont pas et là effectivement ça sera peut-être des CV casse-gueule. Mais on peut pas savoir tant qu'on n'a pas rencontré les gens. Voilà. Moi, en conclusion de tout ce que tu nous as partagé, Mélodie, et aussi de ce que vous avez écrit dans le chat, c'est des questions qui nous ont été posées. On voit qu'un des gros sujets, du TDAH en entreprise, c'est la gestion de cette charge émotionnelle. Un autre, sont les sauts de puce professionnels. Et sur cette question des sauts de puce, de dire voilà, mon CV, il y a des trous dans le CV, où il y a des grands changements, et puis il y a c'est difficile de se vendre, d'avoir de la cohérence. Et quand je mets de la cohérence, ça m'emmène au burn-out, donc c'est pas mieux, et cetera. Bref, sur ce sujet-là, j'ai vraiment un avis assez tranché. C'est que on a besoin, dans notre gestion de carrière,
de pouvoir raconter quelque chose et de pouvoir capitaliser sur une expérience. Je parle pas d'expertise, je parle d'expérience et à mesure qu'on devient de plus en plus âgé, donc d'éviter ce retour à zéro continu et donc de plutôt gagner de l'expérience. Mais on peut très bien changer de boulot souvent et même changer de secteur, mais gagner de l'expérience. Si par exemple quelqu'un c'est ce que tu fais Mélodie, tu travailles sur le TDAH, tu as un job dans une entreprise, tu as un média, mais il y a un fil rouge sur le qui se construit dans le temps si tu veux. Et hem, quand vous faites des évolutions de boulot, heu, essayez de vous poser quand même peut-être cette question simplement de: «Est-ce que comment est-ce que je peux faire que mon prochain job, j'ai besoin de changement, mais mon prochain job, comment il peut continuer à me donner une certaine expérience et donc une certaine légitimité sur quelque chose?» Parce que c'est ça au fond qui fait aussi une rémunération et une employabilité, c'est d'avoir une expérience de quelque chose, pas forcément une expertise, mais une expérience et on peut construire une expérience en changeant de métier et en changeant de secteur. Alors que ce serait un peu long d'expliquer ici comment on fait, en très concrètement, mais c'est possible de se poser la question et c'est possible de le faire. Voilà, je sais pas si j'étais très clair, mais hem, je propose qu'on s'arrête là parce que voilà, le temps imparti est écoulé et aussi parce que c'est c'est vraiment compliqué de mener cette interview, avec facilement. Mais Mélodie, je voudrais te remercier pour tous tes partages, Bah, merci à heu toi pour l'invitation. et puis je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont, répondues dans le chat, qui se sont auto-alimentées donc merci aussi pour ça. Merci d'avoir joué le jeu de ce sujet et puis, bah, je vous souhaite, à tous et à toutes une belle semaine, une belle année de 2026 et Mélodie, je te souhaite le meilleur pour Micro et Dopamine. Je mettrai le lien de tes médias pour ceux qui Super, veulent aller plus merci loin. beaucoup, avec plaisir. Et pour répondre à Anne-Laure qui demande: y a-t-il d'autres podcasts, d'autres sujets?» Alors, tout le monde ne le sait pas forcément, alors je vous le dis, il y a 2 choses au final. Enfin, déjà du côté de Mélodie, il y a un compte Insta, Micro et Dopamine, puis il y a un podcast, Micro et Dopamine. De mon côté, enfin de notre côté plutôt, avec Jean-Antoine et avec la carte des talents, on a une plateforme et c'est vraiment là qu'il faut aller si vous voulez voir du nouveau. Ça s'appelle plateforme.lacartedestalents.com et c'est ici qu'on met tout ce qu'on fait et on en fait beaucoup des choses. Quasiment tous les jours, on ajoute des choses et par la plateforme, vous pouvez accéder au podcast sur lequel il y a déjà à peu près 150 épisodes qui ont été enregistrés comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a énormément de matière et là, d'ici la fin de la semaine, il y aura encore 2 ou 3 nouvelles ressources. Donc, si vous voulez voir des nouveautés, si vous voulez voir de nouveaux outils, des nouvelles thématiques, il y en a peut-être pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine et tout est concentré sur la plateforme. Plateforme.lacartedestalents.com. Donc vraiment, le but, c'est que ce lieu-là, ça devienne votre hub de ressources pour, pour gérer votre carrière et ça va de trouver sa voie à trouver un travail, la thématique qu'on couvre. Voilà, j'insiste là-dessus parce que c'est là que ça se passe au fond. Hem et bah, voilà, c'est l'heure de raccrocher. Merci encore Mélodie et Ciao, ciao. et et bonne semaine à tous et à toutes. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager et à nous laisser un commentaire. Pour poursuivre la discussion, rendez-vous sur albromas.com et sur lacartedestalents.com pour accéder à notre plateforme de ressources. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de votre carrière.